Bonjour, je me présente, je suis Marie-Lisa Fortin, je suis en poche étudiante en deuxième cycle en service social, je fais la direction de Stéphanie Arsenault. Qui dit malentendre, la médiation du sens en groupe présente quelques résultats de notre recherche sur la déconstruction et la construction des incompréhensions culturelles qui se fondent sur le modèle interculturel de la coopérative d'accompagnement mutuel. En fond, c'est un projet de recherche qui est financé par le programme de développement savoir du Centre de recherche en sciences humaines. Puis il y a 4 chercheurs sur le projet. Il y a Stéphanie ici, Lucille, Aline et Nicole Galland qui n'est pas ici. Et il y a aussi 2 auxiliaires, donc Johanna et moi. Outre les objectifs et la méthodologie de cette recherche, on va expliquer les objectifs spécifiques de cette communication, puis dévoiler quelques interprétations qui se dégagent à partir d'une analyse inspirée des enjeux de la communication d'Alex Mikili et de l'analyse de conversation de Véronique Traverso. Les objectifs de cette recherche sont l'identification des éléments d'une intervention sociale permettant la déconstruction des incompréhensions culturelles et la construction de représentations positives des relations interculturelles au Québec, mais aussi l'évaluation de la capacité du MICAM à construire des représentations positives. Pour la méthodologie du projet, on a formé 2 groupes. Au début, dans le fond, notre but, c'était que les 2 groupes réunissent 10 personnes sélectionnées par un nombre équivalent d'hommes, de femmes, de personnes natives, de personnes issues de l'immigration. Au final, on a formé un premier groupe qui avait 7 participants, donc 4 femmes, 3 hommes, 2 natives, 5 personnes issues de l'immigration, parce qu'il y a 3 personnes natives qui se sont désistées après le premier atelier. L'autre groupe, par contre, on a atteint notre objectif de 10 participants, donc 5 personnes immigrantes, 5 personnes natives, 5 hommes, 5 femmes. Les 2 groupes étaient riches en différences, que ce soit au niveau du statut d'arrivée, le groupe d'âge, l'identité culturelle ou nationale, les appartenances religieuses, les provenances, etc. Donc, nos outils de collecte de données, c'était des entrevues semi-dirigées, 2 entrevues semi-dirigées dans le fond individuelles, et les 7 séances de l'atelier du MICAM. La première entrevue semi-dirigée, on demandait aux gens de nous raconter des situations d'inconfort dont ils avaient été acteurs ou témoins au Québec, puis qui mettaient en interaction des personnes de cultures différentes. Lors du deuxième entretien, il se déroulait après les 7 ateliers de l'UQAM. Et là, on leur demandait, dans le fond, de faire un travail de réflexivité sur leurs impressions d'ensemble, sur la démarche qu'ils venaient de vivre. Qu'est-ce que c'est le MICAM? Donc, le MICAM, c'est un dispositif de médiation culturelle en contexte interculturel qui vise la création de liens par le recours à des formes expressives de la culture tout en mobilisant les ressources de communication, de partage, de créativité, de la solidarité qui existent en chaque personne. Il crée un espace imaginaire commun où pourront être exprimées les pratiques culturelles propres à chacun, les savoirs, les expériences, les sensibilités, les aspirations sociales, le tout pour établir un rapport horizontal des statuts de chacun. Les personnes ressources sont également des participantes à part entière. Il y a 4 étapes dans le MICAM, soit le rituel d'ouverture où les participants sont réunis autour d'une table où sont posés des objets auquel chacun pourra attribuer la signification symbolique qui lui vient à l'esprit pour se présenter dans son rapport à la thématique qui est discutée durant le groupe. Donc, j'ai Laurie derrière qui nous montre un objet, parce que l'objet est porteur de souvenirs et de représentations. Donc, si vous regardez cet objet-là, sûrement qu'il va vous faire penser à des personnes, à un souvenir, un événement, un récit, parfois même tout ça. Je voulais vous apporter, dans le fond, un objet qui avait un lien avec les Nordiques de Québec ou avec les Expos de Montréal, mais j'ai eu comme consigne de ne pas faire déprimer mon auditoire. La deuxième étape du MICAM constitue un acte de performance orale où un participant raconte ou lit oralement un conte, un récit de tradition orale ou une histoire. La troisième étape, pour sa part, elle donne lieu au partage de savoir et d'expertise. Les participants discutent, commentent le récit qu'ils viennent d'entendre et font des associations libres par rapport à leurs souvenirs, à des faits ou des expériences migratoires qu'ils ont vécues. C'est ainsi l'occasion de mettre en commun les connaissances de chacun et d'explorer le lien entre la théorie et les expériences personnelles. La dernière étape, c'est le rituel de clôture qui est, dans le fond, un bilan qui invite les participants à faire un travail réflexif
alors qu'ils doivent nommer ce qui les a marqués durant la séance. Mais c'est également aussi ce qui introduit la fin de la séance. Donc, les ateliers du MICAM comprennent 7 séances au total, qui sont tenues à quelques semaines d'intervalle. La première séance, normalement, amorce la dynamique du groupe. Elle rappelle les objectifs généraux et le mode de fonctionnement. Et elle accorde une grande importance à la présentation de soi, avec l'étape un peu 1 du MICAM qu'on avait affiché tout à l'heure. La 7e et la dernière séance, pour sa part, fait plus référence à la 4e étape, qui est le bilan, parce qu'elle demande à chacun de faire un retour sur l'ensemble des ateliers qu'ils ont vécus et des choses qui les ont marqués. Les séances 2 à 6 portent sur des thématiques qui sont choisies par les participants, mais souvent la deuxième séance porte sur comment on habite la ville. Puis là, il est suggéré aux personnes de produire une carte mentale. La carte mentale est la représentation que se fait l'individu de son quartier, de sa ville, des lieux qu'il fréquente, des endroits de confort et d'inconfort des personnes qu'il côtoie dans sa semaine. Juste une petite anecdote avant de laisser la parole à Lucille. Quand j'ai fait ma propre carte mentale, j'ai été obligée d'en faire parce que j'ai tellement voulu représenter, je voulais présenter en fond les lieux que je fréquentais couramment, les routes. Puis j'ai trop rentré dans le symbolisme, puis j'ai dessiné des poules, puis ça a fait une passoire. Alors merci Marie-Lisa, j'espère que je ne tomberai pas dans les poules. Alors, précisons maintenant l'objectif principal de cette communication, plus précisément, qui est de cerner comment se co-construit dans un groupe interculturel le sens à travers les filtres culturels, nationaux, idéologiques, politiques, de genre religieux. Et dit autrement, qu'est-ce qui oriente le vouloir et le pouvoir entendre de ce qui se dit, ce qui agit, ce qui se crée dans le groupe. Donc, pour ça, on a un élément central du cadre théorique qui est le malentendu. Le malentendu qui peut se définir a priori comme une différence d'appréciation entre deux individus. De manière générale, on peut définir le malentendu culturel comme l'ensemble des réalités qui prennent forme lorsque des individus ou des groupes d'origines différentes se comprennent ou se connaissent plus ou moins. Mais on peut le voir aussi comme le plus petit dénominateur commun des stéréotypes, des préjugés de l'ethnocentrisme, du racisme, car nous regardons tous le monde à travers nos filtres subjectifs. Cette réflexion sur les malentendus, je crois qu'on a encore à la réfléchir et réfléchir. Et je pense à Franco Lassecla, qui dit que le malentendu entre les cultures ne signifie pas que les cultures ne peuvent pas cohabiter, se transformer, s'unifier, même exactement le contraire. L'identité est un jeu de malentendus. Paradoxalement, comme le dit Lévinas, le malentendu, en révélant les conditions de la rencontre, ouvre la voie à la tolérance et à l'ambiguïté. Pour sa part, Griespoult relie malentendu et représentation dans un mouvement dialectique et établit un rapport entre malentendu et ambiguïté, ce qui conduit Feyerabend à parler de tolérance face aux contradictions, face à l'ambiguïté. C'est vraiment, dans l'analyse, on va voir, au cœur de ce qui se passe, de ce qui se dit. Donc, mais aussi, je pourrais dire tout de suite que le fait même de prendre le MICAM, qui est un dispositif de rencontre interculturelle et d'accompagnement, comme dispositif de cueillette de données dans une recherche, est en soi un malentendu méthodologique. Ce contexte des données par le dispositif du MICAM s'éloigne des méthodes courantes des entrevues individuelles, entretien semi-dirigé, entretien de groupe, focus group, s'approche davantage des conversations ordinaires. C'est pour ça que nous avons retenu pour cette communication le croisement de l'analyse de contenu avec les enjeux de communication de Muccilli et l'analyse de la conversation de Véronique Traverso. Muccilli mentionne l'enjeu de positionnement. Je m'affirme par certaines facettes de mon identité personnelle, femme, professionnelle, ethnique, religieuse. Donc, je me positionne par rapport à l'autre.
l'enjeu de positionnement identitaire. L'enjeu relationnel, j'écoute l'autre ou je refuse mon écoute, je bloque la relation, je l'inclus ou je l'exclus. L'enjeu de mobilisation, mais là je me force de convaincre l'autre à penser ou à agir dans une certaine direction. L'enjeu informatif, je transmets à l'autre une information, une connaissance. L'enjeu normatif, c'est les règles du colloque et le 2 minutes là, qui va s'en venir bientôt. Alors, ces enjeux traversent toutes nos interactions et influencent justement ce qui est dit, comment c'est dit et quels en sont les effets. Alors, portez attention à cette dimension, c'est justement la tâche, l'analyse de la conversation. Dans une interaction, je peux avoir le sentiment que mon identité peut être menacée ou au contraire être renforcée. Traverso parle alors de menace à la face, d'anti-menace à la face, de renforcement de la face, d'accord, de désaccord, de routine, de politesse, et pour tout que la communication fonctionne à peu près. Alors, avec cet appareil méthodologique, je dirais, conceptuel, on peut dégager des interprétations, on peut appeler des interprétations émergentes. La tendance à la généralisation, oui, et je les nomme pas tous, mais je vais les revoir brièvement. Donc, dans la vie courante, on utilise tous, sans s'en rendre compte à peu près, des généralisations, parfois des stéréotypes, des préjugés. Et la généralisation peut s'exprimer avec une grande force de conviction comme une vérité, mais en fait, elle relève des croyances. Dans la dynamique du groupe UQAM, la plupart du temps, la généralisation s'atténue facilement par la médiation du groupe. On reconnaît que, après tout, nous ne sommes pas tous comme ça. Alors voilà un extrait d'interaction de séance sur la thématique du rapport à la religion, à la spiritualité. Un jeune étudiant international musulman dit, en fait, chacun de nous, là, il a une image de l'islam. Vous pouvez me dire, vous, c'est quoi pour vous l'islam? Un participant dit, une religion pour les autres. Une religion comme les autres pour moi. Il n'y a pas de différence comme telle. C'est une religion avec ses dogmes, puis ses règles, puis ses obligations. Pour moi, c'est ça. Une participante dit, ben moi, j'aurais tendance à répondre comme lui. C'est une religion comme une autre. Elle a ses bons et ses moins bons côtés, comme la religion catholique. Tout dépend comment on l'interprète. Si on voit, avec ce que je vous ai dit auparavant, petit exercice d'analyse, la généralisation de la réponse de R1 pourrait être une menace à la face du jeune musulman et contre tout croyant. La réponse vers 2 exprime en premier un accord avec la réponse R1, donc peut être interprétée comme une protection de la face, mais tout en marquant une distanciation, voire un désaccord avec la généralisation pour apporter une nuance. Ça dépend. Donc cette routine de politesse à vif permet un désamorçage d'un conflit, de désaccord possible et ouvre une médiation du sens. D'autres interprétations émergentes, la tendance à voir le binôme rationnel et irrationnel comme une opposition irréductible. Les généralisations qui s'appuient sur une argumentation qui oppose le rationnel à l'irrationnel sont beaucoup plus tenaces. Les tenants du rationnel associent rationnel, éducation, positif, versus croyances religieuses, irrationnelles, manque d'éducation, négatif. Ils évoquent un mur entre croyants et non-croyants. D'un autre côté, d'autres participants, qu'ils soient croyants ou non-croyants, refusent cette opposition entre rationnel et irrationnel. Ils accordent la même légitimité aux deux sphères. Oui, parce qu'il y a des populations aussi très scolarisées qui conservent la dimension de foi et d'irrationnel. Mais je ne suis pas prête à dire que l'on peut trancher nécessairement manque d'éducation et croyances religieuses ou spirituelles ou le contraire. Lors de discussions articulées autour du binôme rationnel-irrationnel, les positions se campent et le ton devient celui du débat. Le positionnement identitaire conduit à la mobilisation, à la tendance à convaincre. Et il y a des termes aussi qui sont davantage
diviseur, mais nécessaire à débattre. Une séance sur l'intégration prit un ton plus politisé sur le débat des valeurs. Ok, il y a des échos partout dans la société, là. La langue, les relations de femmes, l'identité nationale, la religion, bien sûr. Et le désaccord touchant une dimension identitaire est parfois ponctué de remarques ironiques qui pourraient être des menaces à la face. Ça n'empêche pas pour autant les participants d'affirmer leur sympathie mutuelle et l'acceptation les uns des autres. La confiance dans le groupe MICAM libère un processus de médiation par l'importance accordée à la personne qui est devant nous, au relationnel, ce qui pourrait se traduire, on n'a pas les mêmes idées, on garde nos idées, mais on se respecte. Aussi, ce qu'on a pu interpréter, qu'on a pu observer, autre interprétation et l'ensemble, c'est lorsqu'il y a un membre qui est minoritaire dans le groupe, bon, un seul musulman, une femme réfugiée, ça crée cette vulnérabilité d'une certaine manière, crée, peut-être à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, une véritable sympathie, empathie, et réunit encore davantage le groupe ensemble autour et grâce à cette personne-là. C'est donc le jeune musulman, la femme réfugiée qui est arrivée avec ses enfants, qui raconte certains aspects de la vie quotidienne en temps de guerre et qui transmet donc une vision de l'expérience de réfugié bien au-delà de ce qu'apportaient les médias. Et ces deux situations qui reflètent une certaine fragilité suscitent justement une solidarité et engendrent un capital d'empathie et une écoute de grande qualité. Il y a aussi des thèmes plus proprement rassembleurs, comme la famille, l'humour, l'alimentation. Lors d'une séance sur les rapports entre famille et travail, les discussions ont fait ressortir des préoccupations similaires et une diversité de réalités vécues, mais tout à fait indépendant des origines culturelles et nationales. Et dans la même culture, dans la même société, il y a ces similarités-là, il y a ces diversités-là, qui permettent de dire finalement, non, c'est pas juste une question là, de différence culturelle, parce qu'on n'est pas pareil de toute façon dans la même société. On peut considérer que la famille est prioritaire au travail, ou que la famille et le travail sont indissociables dans la famille, ou encore que la notion de famille, ben, moi je suis plus dans une tâche missionnaire, mais c'est ceux que j'aide, puis même en pastoral, qui sont ma famille. Et moi je suis enseignant au secondaire, puis moi dans ma tête, la famille c'est un concept assez strict, c'est les liens du sang. Effectivement, si tu élargis ça, j'entre dans votre gang d'une certaine manière par mon travail, je suis enseignant au secondaire, j'ai une famille adoptive, je les adopte pour un an, c'est pas le même lien, mais c'est un lien pareil. Alors oui, je continue un petit peu, je complète ma définition avec vous. Non thématique rassembleuse a été l'humour. Alors la thématique de l'humour, elle avait été retenue à l'unanimité à la séance précédente. Et l'engouement cependant du choix de cette thématique s'est heurté au paradoxe que l'humour, c'est pas si facile que ça, c'est pas si facile qu'on pense, c'est pas si drôle qu'on pense. Et plusieurs participants aussi ont exprimé le fait que dans leur préparation, ils s'étaient dit, oui, mais c'est quoi mon rapport avec l'humour? J'ai pas de blague. Et ils se sont rendus à la fin avec étonnement, que l'humour fait tellement partie de leur vie et des interactions de tous les jours, qui régularise les relations. L'humour peut être salvateur, il peut être aussi, il peut diviser, il peut être dangereux. Un qui dit, moi je suis d'accord pour interdire ce genre. Lorsque l'humour atteint l'intégrité d'une personne, un groupe, ou religieux, ou les handicapés. On avait aussi l'alimentation, mais là c'est un vrai festin de Babel à savourer dans toutes les évocations, mais j'en dis pas plus, pour arriver justement à revoir certains éléments que je viens d'évoquer en conclusion. Nous parlons... Ça c'est mon biberon, mais on est deux à avoir un biberon. Alors nous parlons d'interprétation émergente. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des faits, mais des interprétations qui orientent l'action et les interactions. Ces interprétations sont plurielles et toujours renouvelées, tant au cours des séances
les entretiens individuels que dans l'analyse et les discussions de l'équipe de refaire, ce qui nous garde vigilants tant aux contradictions et aux ambiguïtés du sens. Et le processus de médiation que j'ai évoqué à certaines reprises, on peut constater qu'il se développe particulièrement dans la posture relationnelle, lorsque l'énergie groupale s'oriente sur la personne qui est devant nous, avec son histoire, ses caractéristiques propres, plutôt que uniquement débattre d'idées, d'opinions, de convictions qui appartiennent en somme toute, à la sphère des croyances. Et c'est la tension créatrice que nous pouvons observer entre la posture du relationnel et celle de la mobilisation du débat, où finalement, même si une dynamique de groupe peut être plus portée par l'une ou l'autre des attitudes, on avait le groupe, ou à des séances spécifiques, le plus souvent, elles coexistent dans cette tension créatrice et positive. Cela nous conduit à repenser la médiation. On pourrait croire que la médiation relève de la conciliation des contraires, alors qu'en fait, elle opère à partir de la différenciation. S'incarne dans la coexistence des contraires, elle prend vie dans le relationnel, comme dit Gérard Maillot, dans l'acceptation inconditionnelle d'autrui, ou encore, comme dit Yves Saint-Arnaud, dans son livre « Vivre sans savoir », finalement, il s'agit d'entrer dans le dialogue en étant ouvert à la divergence, plus à l'ambiguïté, plus encore à la divergence. Ce qui rejoint les propos des participants lors d'une rencontre de validation avec les deux groupes. Ils évoquaient le privilège d'écouter et d'être entendus dans le respect, la confiance, le non-jugement, ce qui a donné goût aux participants de continuer à se rencontrer et les liens de solidarité étaient tissés. C'est la force du MICAR. Merci.